Alors, Mireille Tchifali, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui pour cet entretien. Alors, vous avez été professeur à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, plus particulièrement à la section des sciences de l'éducation. Et pour débuter notre entretien, j'avais envie de vous demander si vous pouviez nous raconter quel a été votre parcours de formation, et quel est le chemin qui vous a amené à l'Université de Genève et à la section des sciences de l'éducation. Oui. Écoutez, c'est un parcours qui commence à La Chaux-de-Fonds. Donc je suis jurassienne et fille d'horloger, petite fille d'horloger. Donc j'ai grandi à La Chaux-de-Fonds. J'étais une enfant non pas douée, mais qui a investi l'école comme un lieu de sauvetage. Et donc j'étais très admirative de beaucoup de mes camarades qui avaient beaucoup plus de talent dans une discipline ou une autre. Moi, je devais beaucoup travailler. Et donc, j'ai passé mon adolescence avec des professeurs magnifiques à La Chaux-de-Fonds. C'était un gymnase qu'on pouvait dire de gauche, qui accueillait les enfants d'ouvriers, c'est-à-dire pas seulement de la bourgeoisie de La Chaux-de-Fonds. Et donc j'ai eu la chance d'être dans ce contexte-là, pas sans souffrance, pas sans angoisse. L'école m'a toujours angoissée. Mais j'ai passé ces années scolaires avec beaucoup de passion. Passion pour la littérature, passion pour la philosophie, passion pour quand même une quête d'intériorité. Je crois que quand je relis beaucoup de ce que j'écrivais, des lettres d'amour, des choses comme ça, quand j'étais amoureuse pour la première fois d'un garçon de ma classe et où je lui ai beaucoup écrit, il y avait cette... je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas mon rapport au monde, je savais mes limites, je savais que j'étais plutôt enfermée en moi-même, que j'avais de la difficulté à être avec les autres et je me questionnais. Donc il y a, si je reviens dans le passé, il y a toujours eu quelque chose à travers la littérature, la poésie, d'une recherche d'une intériorité, d'une intimité, d'une compréhension de moi dans le rapport au monde. Donc au moment où il a fallu choisir des études, j'avais décidé où faire psychologie à Genève, ou littérature, lettres à Neuchâtel. Et en fait, j'ai fait littérature parce que j'étais amoureuse et que mon compagnon faisait la littérature à Neuchâtel. Ça n'a pas tenu très longtemps, donc voilà l'origine. Alors le choix, j'ai eu des professeurs magnifiques dans ce temps-là à La Chaux-de-Fonds, comme Yves Veland en littérature, comme Edgar Tripet, enfin, et beaucoup d'autres. C'était des professeurs qui avaient une envergure, une passion, et qui nous entraînait. On avait un professeur de philo très communiste, Jean Steiger, mais on était mus par quelque chose, une recherche de compréhension. J'ai fait des études de lettres en choisissant littérature, français, histoire et philo. Et ce furent, c'était dans les années d'avant 68, donc nous avons fait 68 à Neuchâtel, et là ça a été des études épouvantables. Pourquoi épouvantables ? Ça a tué toutes mes passions. J'avais des professeurs, qui étaient savants, mais moi j'étais avec des idéaux, des passions intérieures, et on découpait un poème de Victor Hugo en 36 000 choses. Et donc ça m'a... Alors, en ce temps-là, on n'arrêtait pas les études, on continuait malgré notre souffrance. Donc l'histoire, c'était des dates par cœur, la bataille de Morat avec le nombre de... etc., etc. Donc ça a été vraiment un étouffoir.
Et au sortir de ces études-là, j'aurais dû remonter à la Chaux-de-Fonds, faire des études, faire des études pédagogiques pour devenir enseignante. Et j'étais très mal, psychiquement, très mal. Il y avait un malaise. Et je me suis dit non, si je choisis de faire de la pédagogie, alors je veux en faire. Et j'ai décidé de venir à Genève. Déjà avec une licence, en fait, en lettres. Et à Genève, j'ai recommencé des études, mais très rapidement, j'ai dû travailler. Donc je suis devenue assistante. Parce que vous aviez terminé vos études de lettres à Neuchâtel, et puis vous avez recommencé à Genève. J'ai recommencé à Genève. On était 12 étudiants à ce moment-là, ou très très peu en sciences de l'éducation. Et j'ai recommencé, mais j'ai pu avoir un poste d'assistant à mi-temps. Et donc j'ai commencé de faire ces études. Et c'est là que j'ai rencontré, dans un parcours de femme, peut-être plus que d'hommes, j'ai rencontré ce qui allait devenir mon second mari et qui était versé dans une passion par rapport à la psychanalyse. Et donc c'est là que je me suis dit, je pourrais rajouter des épisodes, mais je me suis dit qu'il fallait que j'entreprenne quelque chose pour moi et que j'ai été faire mon analyse à Paris. Parce qu'à Genève, il était connu, c'était trop cher pour mes finances, et qu'à Paris, il y avait tout le courant lacanien qui faisait qu'on pouvait faire une psychanalyse en allant toutes les semaines ou toutes les 15 jours et en groupant les séances. Donc c'était pas du tout une analyse conforme selon les canons freudiens ou de la société freudienne orthodoxe, mais voilà. Et c'est à ce moment-là, toujours dans l'errance, donc je n'avais pas un talent pour les mathématiques qui me faisait que j'allais prendre cette discipline-là, mais je me suis dit qu'en retravaillant la psychanalyse, qu'il y avait quand même des choses qui pourraient être intéressantes pour des métiers autres. Pas des métiers thérapeutiques, mais des métiers qui doivent prendre soin ou des enfants, ou des patients, ou des adolescents, ou des éducateurs, et qu'il y avait ce que je voyais dans l'application des théories à ce moment-là à l'éducation, quelque chose d'un manque. Et c'est là que j'ai rapproché les deux domaines, psychanalyse et éducation, et qu'a commencé ma passion. C'est-à-dire, alors que j'ai fait une thèse ensuite qui s'appelait Éléments pour des éléments de la théorie psychanalytique dans le champ éducatif, et que j'ai rencontré celui qui allait être, dont je dis qu'il allait être celui qui m'apporterait le plus au plan scientifique, au plan humain, et qui est Michel de Certeau. À la section des sciences de l'éducation, j'ai aussi rencontré Daniel Hamelin, Pierre Dominicé, toutes des personnes qui m'ont fait confiance, alors que j'étais dans un domaine ou quelque chose qui n'était pas très conforme, puisque c'était tout le domaine de l'affectif, de l'inconscient et des choses comme ça. Donc voilà, mon parcours, après, ça a été un parcours universitaire, où j'ai gravi tous les échelons, de maître assistante à chargée de cours, à professeur adjoint et à professeur ordinaire. Ils avaient besoin de quelqu'un qui fasse le pendant de l'apport piagétien à l'éducation, et moi je faisais le pendant affectif. Et c'est des personnes qui ont véritablement, qui n'étaient pas sûres forcément d'accord avec mes convictions ou mes postures épistémologiques, mais qui m'ont fait confiance. Donc c'est vrai que je dois à des personnes, et puis aussi au hasard à l'université, où vous tombez à un bon moment quand des heures se libèrent, où vous ne tombez pas à un bon moment et malgré vos talents, vous n'entrez pas à l'université. Et donc j'ai fait toute ma carrière ensuite à l'université de Genève. Michel de Certeau, vous l'avez rencontré à l'université de Genève, il était à ce moment-là à Genève. Oui. Parce que je cherchais quelqu'un pour faire une thèse, et je trouvais personne qui me convienne
à Genève, parce qu'il me disait toujours quelle est ta méthodologie, quelles sont tes hypothèses, qu'est-ce que tu cherches. Et je leur disais, je vous répondrai ça quand j'aurai fait ma recherche. Et j'avais retrouvé que personne, et Michel de Certeau, donc, qui est un très grand historien, jésuite, proche aussi de la psychanalyse, est venu faire des cours à Genève. Et je lui ai demandé est-ce qu'il voulait bien être mon directeur, et il a dit oui. Et donc, il m'a laissé libre de construire ce que j'avais envie de construire. Et ça a été un rapport où il m'a transmis bien autre chose que la capacité de produire dans la science, mais une éthique, une manière de se relationner aux autres et aux étudiants. Et j'ai appris de lui, sans que je le sache, une très grande générosité. Il faisait confiance aux personnes qui étaient là, enfin avec lui, et en fait il les portait là où elles voulaient aller, et non pas il les ramenait à lui. Et ça a été pour moi ma position éthique par rapport aux étudiants. Je n'étais pas là à les enfermer dans ce qui était mon champ, mais j'avais à les accompagner dans ce qui allait être leur propre passion et leur propre champ. Donc, effectivement, Michel de Certeau a été, avec Daniel Hamelin, avec d'autres, une personne essentielle pour moi. Et donc vous avez vraiment travaillé sur cette dimension, enfin sur ces apports des théories psychanalytiques au champ éducatif, si je l'exprime justement. Oui. Pourquoi est-ce que vous vous êtes tant intéressé, pourquoi est-ce que vous vous êtes tant passionné pour ce champ-là en particulier? Comment se sont nouées ces différentes dimensions de l'histoire, de la psychanalyse, des sciences de l'éducation? Voilà, et j'ai retrouvé ensuite la philo, c'est-à-dire tout ce que j'avais laissé, la littérature, je l'ai retrouvé après. Écoutez, je pense que les métiers qui sont en lien avec des humains, ce que j'ai appelé d'une formule qui a fait un peu recette les métiers de l'humain, il y a une dimension relationnelle et affective et humaine qui est essentielle et qu'on ne peut pas laisser en dehors d'une pensée. C'est pas la boîte noire et que bien entendu qu'un enseignant doit transmettre du savoir, mais on sait bien que ce qui passe, c'est aussi cette dimension humaine, sa capacité de parler à l'autre, sa capacité d'aller vers l'autre dans sa difficulté, quand il y a une difficulté. C'est aussi toute son histoire à lui, sa subjectivité, toute cette dimension d'humain à humain qui me paraissait et qui me paraît encore essentielle à ne pas perdre. Et donc c'est vrai que dans un premier temps, j'ai fait l'articulation entre psychanalyse et éducation. Et puis ensuite, je me suis centrée sur les dimensions relationnelles. Je ne suis pas tenue à la psychanalyse stricto sensu pour comprendre le vivant des situations d'enseignement ou de maladie. On ne peut pas s'en tenir à une théorie. On est bien obligé d'articuler l'individuel au social, l'intime au cognitif, etc. Et c'est ça que j'ai essayé de maintenir et de transmettre. Et de transmettre que ce que l'on est, c'est une matière estimable, mais on ne peut pas la laisser comme ça. On ne peut pas dire je suis comme je suis et puis l'autre prend. Nous avons une responsabilité professionnelle de ne pas être destructeur vis-à-vis de l'autre. Et ce que je voyais quand même dans ces métiers-là, qui sont des métiers dits altruistes, empathiques et autres, c'est qu'il y avait beaucoup de destructivité. C'est-à-dire qu'on peut casser quelqu'un par par des paroles répétitives, on peut ne pas comprendre, on peut ne pas aller chercher l'autre dans sa difficulté.
Et j'ai beaucoup travaillé avec les professionnels. Pour toute ma matière, en fait, ma recherche a été avec des professionnels pour essayer de comprendre quelles étaient les butées sur lesquelles ils butaient, hein, quels étaient leurs a priori et comment je pouvais mettre des mots pour qu'il y ait des choses qui s'ouvrent et que quand ils éprouvaient de la colère, qu'ils s'interrogent d'où viennent ces colères, au lieu de projeter sur l'autre une noirceur qui justifie la colère. Enfin, c'était ça. Et c'est vrai que c'est un domaine d'humanité qui fait pendant à la technicité. Alors, je n'ai jamais nié, si vous voulez, l'aspect technique des métiers, mais j'ai toujours dit que, alors des techniciens, il nous en faut, ils sont précieux, mais que dans les métiers de l'humain, il s'agit d'allier cette grande capacité didactique de transmettre du savoir avec une capacité humaine. Et c'est vrai que ma vie, si vous voulez, je n'ai jamais été assurée de mon savoir. J'ai toujours été dans le doute et la remise en question de mes hypothèses ou même de mes convictions. Et donc j'ai beaucoup lu. J'ai continuellement lu et j'ai transmis peut-être cette recherche de compréhension. Recherche de compréhension. Quand si je repense à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de votre propre parcours en tant qu'élève qui n'a pas été facile, et puis ensuite les études universitaires qui ne l'ont pas été non plus, pas satisfaisantes, et puis cette projection impossible dans les études pédagogiques de la Chaux-de-Fonds, est-ce que c'est à travers ces expériences-là aussi que vous pensez vous être forgé ce cheminement-là ? Alors, je dois à mes études de lettres de m'être dit que je ne serais jamais un professeur comme j'en avais eu. Donc, ils ont été très utiles. Bien entendu, en tant qu'enfant, j'ai été une enfant scolaire. Et alors ça structure quand on est un enfant scolaire. Alors ça tue aussi la part de créativité, la part d'imaginaire. Enfin, bon, on a chacun à se développer avec les limites et les possibles. Et c'est vrai que c'est tout ça. Et puis après... oui, il y avait énormément d'angoisse et le métier de professeur ne m'a pas privé d'angoisse. C'est un métier qui est à la fois extraordinaire puisqu'on est payé pour penser, on est payé pour lire, on est payé pour transmettre, mais c'est entre collègues ou autres, c'est des métiers comme tous les autres métiers qui sont des métiers de rivalité, d'assurance narcissique, ce que je n'ai jamais eu. Donc, oui, j'ai un peu dérivé. Mais si vous voulez, ce qui m'a sauvée, moi, dans ce métier-là, c'est en fait que j'ai découvert que j'aimais enseigner. Que ma parole, quand j'ai eu mes premiers cours, je suis taiseuse généralement dans les situations sociales, enfin je parle pas beaucoup. Mais la scène enseignante, et je donnais des cours ex cathedra à 200 ou 300 personnes, je sais pas, ça a développé quelque chose dans mon rapport à la parole qui a été tout à fait surprenant. Et c'est vrai que ma force à l'université, j'ai beaucoup écrit, c'est vrai. J'ai pas fait des recherches normées, cadrées, donc j'ai pas fait beaucoup de fonds nationaux parce que je n'étais pas dans les normes et dans le cadre, mais j'ai beaucoup écrit, j'ai écrit des livres, ce qui n'était pas ce qui rapportait le plus, mais pour moi un livre est encore précieux. Et ça a été la force des étudiants qui... comment dire, trouvaient mes cours totalement pertinents par rapport à ce qu'ils vivaient dans leur métier quand ils en avaient un, ou
quand il faisait des stages. Donc, alors ça m'a été reproché. Est-ce que je n'étais pas une grande séductrice? Est-ce que j'avais pas des... Enfin, qu'est-ce que c'était que ça? Mais pour moi, la scène enseignante a été à la fois une scène de transmission nécessaire, transmission de sens et pas forcément de concept ou de théorie. Alors, ça, c'est discutable, hein. Mais j'essayais d'ouvrir une compréhension, d'ouvrir quelque chose qui leur permettait d'aller plus loin. Et ce qu'ils m'apportaient dans leur... parce que je faisais pas des QCM comme examen, mais c'était tous des examens qualitatifs, des dossiers qu'ils montaient, et tout le matériau qu'ils apportaient, je les ai fait beaucoup écrire les situations qu'ils traversaient dans leur métier, et c'est à partir de ces situations que j'ai réfléchi. Donc mes cours étaient à la fois un lieu de renouvellement, donc je me suis jamais ennuyée dans mes cours, j'ai jamais répété, et même si je répétais, il fallait que je trouve les mots pour penser. Et en fait, je crois que cette dimension humaine, si je me regarde un peu, cette dimension humaine que je disais importante quand ils étaient dans des métiers avec des petits-enfants ou des adolescents, je l'ai aussi eue à l'intérieur de l'université. Et ça, c'est aussi Michel de Lesserteau qui me l'a apporté. Il y avait une dimension où j'étais partie prenante. Ce n'était pas dans mon métier, c'était pas la part annexe de ma recherche, c'était ma recherche et ma transmission. Donc pour moi, l'université, c'est vraiment un lieu à la fois de construction de savoir, mais aussi de transmission, et de transmission dans lequel on transmet notre passion, on transmet notre rapport à l'objet, on transmet nos interrogations, nos doutes, et on ne transmet pas, pour moi, enfin en tout cas dans ce lieu-là, un savoir fermé, un savoir définitif. Je crois qu'on a aussi à transmettre comment on pense, quelles sont les difficultés de penser en situation, puisque c'est des métiers qui ne sont pas au laboratoire, qui sont dans le vivant, d'un rapport à l'autre ou à des autres quand il y a une classe. C'est vrai qu'on a des situations d'enseignement, et puis ce sont un peu celles que vous avez connues apparemment à l'université de Neuchâtel, mais ailleurs c'est souvent comme ça aussi, où on a l'impression que le parcours du chercheur et celui de l'enseignant sont relativement dissociés. Oui. Et à vous écouter, j'ai l'impression que vos réflexions, en fait, les réflexions que vous avez menées dans votre champ disciplinaire ont également marqué, influencé la façon dont vous avez pensé vos enseignements, vos méthodes d'enseignement, vos relations aux étudiants, de manière très, très forte. Oui, en fait, je le pense maintenant. Disons, ça s'est fait, je ne pouvais pas être autrement. Je sais pas. Maintenant, je m'autorise un peu à penser, par exemple, quelle est la place du corps dans l'enseignement universitaire. Enfin, des choses un peu particulières. Mais c'est vrai que c'est des points. C'est des points aveugles. Et aujourd'hui, peut-être qu'on va beaucoup plus vers une conception non charismatique. Et bon, le charismatique a ses dérives terribles, mais où il y a quelque chose du professeur qui s'engage dans sa matière. Et je pense que les plus grands chercheurs, ceux qui transmettent vraiment, c'est ceux qui transmettent leur passion, leurs doutes, et non pas ceux qui... Enfin,
Bien entendu qu'il faut transmettre les fondements d'une discipline, les concepts, etc. Mais on peut le faire d'une manière qui rende la chose, l'autre intelligent et non pas inintelligent. Et c'est souvent des transmissions où l'autre on le prend pour quelqu'un qui ne sait pas, Or, en matière humaine, alors peut-être que ça c'était la chose qui était particulière à mon champ, en matière humaine, tout le monde sait quelque chose de soi, de son passé. Et on ne peut pas gommer ça pour mettre simplement des mots là-dessus. Il y a à mettre en mouvement la propre réflexion intérieure. Et bon, je l'ai fait à travers aussi, en reprenant la littérature. C'est-à-dire qu'il me semblait à un moment donné que pour transmettre les détails humains, la complexité des relations humaines, la littérature était une des manières de pouvoir cerner vraiment la complexité et non pas qu'un petit champ. Donc j'ai aussi utilisé les romans, j'ai aussi fait un plaidoyer que les études scientifiques ne soient pas coupées des études humanistiques et de la littérature. C'est-à-dire que vous êtes appuyé sur de la littérature ou que vous-même vous avez aussi écrit des fictions? J'aurais bien aimé, mais ça c'est... Voilà, je pense que c'est mon imaginaire est pauvre, est très très pauvre. Et donc, maintenant mon imaginaire, j'arrive maintenant à le dire à travers de prendre des images. Donc, de passer à autre chose que des mots et de regarder le monde à travers des images, un cadrage, etc. Non, j'ai utilisé la littérature de celle qui était faite ou le poème, mais aussi de montrer que l'université a une responsabilité de transmettre le savoir d'un présent, mais aussi une responsabilité de transmettre une certaine toujours éducation de l'autre, conscience de qui je suis et de qui est l'autre, d'une altérité. Ces étudiants vont avoir des postes de responsabilité dans les institutions qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont des institutions qui sont difficiles avec des phénomènes sociaux, d'exclusion, de destruction, etc. Je pense que l'université doit aussi instruire, mais transmettre quelque chose d'une éthique humaine, quelque chose qui est non pas à côté de la science, mais en dialogue avec la science. Et ça, je serais très triste si l'université se focalisait simplement sur une transmission du savoir et qu'elle n'avait pas cette ouverture pour des études de médecine, pour des études même scientifiques dures, même pour ceux qui ont galéré au niveau du français, parce que parfois la transmission du français n'est pas des meilleures et qu'on n'en tire que des points rouges sur une page. Mais l'ouverture à l'imaginaire, à la création, à l'intuition, c'est des choses qu'il nous faut à la fois dans nos métiers, mais nos métiers de chercheurs. Les grands chercheurs sont des grands poètes, ils ont des imaginations. Ils ne sont pas simplement qu'à codifier ni qu'à quantifier. Quand vous êtes arrivée à la faculté de psychologie des sciences de l'éducation, elle était toute jeune, elle était neuve, vous êtes arrivée, c'était les débuts de la faculté en fait. Oh non, c'était pas encore une faculté. C'était pas encore une faculté, donc vous avez vraiment participé en fait à la construction, à la mise en œuvre de cette faculté-là. Quelle était la part alors de votre champ à vous dans cette construction de cette faculté, ou de cette section, comment est-ce que ces choses se sont mises en place? Parce que c'était nouveau en fait aussi, la formation des enseignants, puis la formation d'adultes ensuite. Oui, alors
c'est vrai que nous avons vécu une période qui était peut-être heureuse, parce qu'il y avait beaucoup de liberté, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, et que la section des sciences de l'éducation était toute petite, et puis qu'ensuite Obermann est venu, et il y a eu une année où les enseignants venaient passer à l'université dans des études qui étaient des études d'école normale, et ça a augmenté le nombre d'étudiants. Ensuite, il est venu énormément de professionnels qui revenaient faire des études pour essayer de comprendre leur propre profession. Et ça, c'était des étudiants qui avaient 45, 50 ans, donc qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Des professionnels, des enseignants. Des enseignants, mais aussi des infirmiers, des infirmières, des assistants sociaux. Voilà, c'était... Mais ils revenaient, donc c'était un dialogue avec eux. On ne pouvait pas les prendre comme... et d'ailleurs, on ne prend personne comme ça, mais donc c'est vrai que c'était une effervescence importante. On ne pouvait pas les prendre. Non, on ne pouvait pas les prendre comme non sachants. Et je pense qu'aucun étudiant est non sachant. Ça vient de Michel de Certeau. Chacun a son savoir, s'est construit son savoir. Et il faut aussi partir de là pour essayer de les tirer ailleurs que ce savoir-là, mais on ne le nie pas. C'est ça. Et donc, oui, c'était... Alors, il y avait des grandes figures, il y a eu des grandes figures, il y a eu des personnes qui ont pensé la formation. C'était pas toujours très, très simple, en tout cas pour moi, qui n'avais pas un rapport à la parole dans des situations de pouvoir qui étaient très faciles, là. Là, je bégayais beaucoup pour prendre ma position. Mais il y avait, si vous voulez, il y avait quand même une tolérance. Et pour moi, la science est plurielle. C'est-à-dire qu'il y a différentes disciplines qui ont différentes méthodes, qui ont différentes manières de concevoir la science. Alors moi, effectivement, avec la psychanalyse, c'était un champ très conflictuel et très houleux. Mais on pouvait entrer en dialogue. Ensuite, j'ai pas quitté la psychanalyse, mais en fait, j'ai développé ce que j'ai appelé une démarche clinique, qui veut dire qu'on essaye de saisir et de construire du savoir, si on fait médecine au pied du lit du patient ou à même les situations d'école. Et c'était une manière différente et que je trouve essentielle pour des professionnels de pouvoir penser en situation. Ils sont pris dans des urgences, dans des phénomènes de groupe. Enfin, c'est très difficile. C'est pas la même chose qu'un chercheur qui coupe les choses et qui peut voir une petite lanière. Un enfant, c'est une formule que j'utilisais beaucoup, ça excède toute théorie, même les plus actuelles. Et un enfant ne se réduit pas ni à un inconscient, ni à un intellect, ni à un cognitif, ni à des neurones. C'est un être vivant qui va vous surprendre, qui va aller vous chercher là, et il faut répondre. Et pour moi, c'était d'aller chercher la démarche clinique, c'est d'essayer de penser les situations là où elles et d'aider les professionnels à les penser à travers des dispositifs de formation où ils peuvent s'arrêter, où ils peuvent revenir, où ils peuvent faire arrêt sur image, où ils peuvent comprendre, où ils peuvent grandir, où ils peuvent découvrir ce qui est engagé d'eux dans la situation. Enfin, voilà. Et donc, il y avait quand même il y avait cette pluralité. Et ce que je crains le plus, c'est que une seule conception de la science l'emporte. Toute conception de la science a ses codes, son éthique, sa manière de faire. C'est pas la seule. Et dans toutes les disciplines
mais ils ont de la peine à subsister. En sociologie, il y a une sociologie clinique. En ethnographie, il y a cette approche clinique quand on va, que ce soit chez une peuplade inconnue ou des SDF, on n'y va pas comme ça avec des concepts qu'on applique. On va apprendre d'eux. Et cette manière en pédagogie, s'est développé aussi tout ce courant clinique. Et ça fait pendant. Alors bien entendu, certains ne veulent pas être, et moi non plus, c'est difficile d'être interrogé par des postulats autres. On est mieux entre didacticiens qui ont les mêmes références, les mêmes... mais c'est dans le dialogue entre qu'on peut, et moi et d'autres, sortir, non pas de quelque chose qui est faux, mais qui doit trouver d'autres dégagements, sinon on tourne entre soi. Alors c'est commode, et encore c'est commode. Non, c'est pas commode du tout, parce qu'il y a toujours des petites différences, des rivalités et des choses qui créent des situations personnelles difficiles et destructrices. Mais pour moi, la science est plurielle, la science est démocratique, la science doit maintenir cette pluralité et avoir une conscience de son histoire. Une des dérives que je peux voir de certaines postures scientifiques, c'est de gommer l'histoire des sciences et de croire qu'ils sont les meilleurs. Or, on sait que la science, ils sont les meilleurs aujourd'hui, mais pas demain. La science bouge, le vivant évolue, il y aura d'autres regards, d'autres découvertes qui vont bouleverser. Et c'est ça aussi qu'il faut montrer aux étudiants. C'est cette passion scientifique, cette passion de recherche, et non pas une science qui presque comme une religion, où la vérité est celle-là et pas d'autre. Et donc, pour moi, j'aimerais bien lutter, mais c'est vrai que par ailleurs, il y a des normes et que les cliniciens ont souvent de moins bons dossiers que d'autres, parce que pour tenir cette posture-là, il faut du temps. Il faut de l'espace, il faut de la confiance. Ça prend des années pour comprendre. Et voilà, quand on doit aligner les publications, ça marche pas. Et beaucoup d'entre nous disent que si on devait postuler maintenant, on ne serait très certainement pas pris par l'université. Vous n'auriez pas les dossiers académiques On n'aurait pas les dossiers. Pourtant, j'avais des beaux dossiers académiques, mais j'ai toujours eu, et ça c'est, j'ai toujours eu la liberté de mes choix, de mes orientations, de ce que j'avais envie de faire. On avait de l'espace. On n'était pas pris, par un administratif qui tue notre capacité rien qu'à cause du temps qui nous manque. Qui tue l'espace de réflexion, de créativité. Et là, je pense que c'est une des réflexions qu'il y aura à faire, c'est la place de l'administratif aujourd'hui dans les métiers. Et c'est devenu juste... Effectivement, on remplit plus de papiers qu'on est en lien avec celui avec qui on devrait être en lien. Alors, remplir des papiers, c'est plus simple que d'être en lien avec le malade, l'enfant qui ne va pas bien. Et là, je lisais un entretien du professeur qui est à la tête de l'hôpital, qui disait mais il faut retrouver le relationnel. C'est à travers le relationnel,
encore, hein, c'est-à-dire d'humain à humain, qu'on grandit, qu'on apprend et qu'on guérit. Si on perd ça, mais c'est un univers de violence, de mépris, c'est parce que je crois en l'autre, c'est parce que je crois en tes capacités à me guérir et à ton humanité, à ta manière de me parler, et cette dimension relationnelle, c'est vrai que l'administratif est en concurrence. Alors de l'administratif, il nous en faut, mais c'est pas le seul discours et c'est pas la seule norme. Or maintenant, on met à la tête de certaines institutions des administratifs qui ont leurs capacités, mais ça devrait être administratif et des personnes qui savent ce qu'est le terrain. Sinon, vous avez des décisions tout à fait judicieuses sur un plan, mais qui vont être catastrophiques sur l'autre. Donc voilà. Donc c'est vrai que si tu veux, en tant que femme, en tant que petite fille d'horloger, j'avais pas beaucoup de chance d'être à l'université. On me disait que j'allais être institutrice, que ça irait bien. Et c'est vrai que je dois à l'université, j'y ai dédié ma vie, peut-être un peu trop. Peut-être, alors j'essaye de me rattraper maintenant. J'ai passé, c'est vrai, des années à lire, à écrire, sans un jour de congé. C'était aussi ma passion, hein. Il n'y avait pas de différence entre vie privée et vie publique, ce qui pose d'autres problèmes pour soi. Mais je crois que cet espace-là a été un espace précieux qui doit rester et qui doit être protégé par la société politique. Mais c'est ce que je peux espérer. Avoir été une femme à l'Université de Genève, en particulier à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, ça a été quelque chose de plus difficile, parce que vous disiez vous étiez fille d'horloger, femme vouée à devenir institutrice. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de l'ordre du... Il y avait un accent chaux-de-fonnier en plus. Qu'il l'a perdu entre la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, parce qu'on disait qu'il fallait prendre un cours de diction, parce qu'on avait un accent trop... Ah bon. Voilà, alors je l'ai perdu, sauf à certains moments où me reviennent certains accents. Alors la section des sciences de l'éducation a été quand même quelque chose de particulier, qu'est-ce que je peux dire, de hors norme dans l'époque. Par rapport au reste de l'université? Par rapport au reste de l'université, c'était un lieu avec Huberman, qui venait d'Amérique, c'était un lieu d'ébullition, de création, voilà. Alors il y a eu des femmes à l'université chez nous. J'ai pas souffert. J'ai jamais mis ça au compte de ce que j'étais une femme, j'ai mis ça au compte de limites personnelles. Disons que dans les débats de ténor, ma voix n'était pas très, très élevée. Dans les jeux de pouvoir non plus. Donc j'étais plutôt quelqu'un qui a mis du lion, hein, qui tentait de faire que les gens s'accordent. Donc j'ai jamais voulu occuper de place dite de pouvoir, bien que j'étais professeure ordinaire. J'en ai conçu quelques honte serait beaucoup, mais quelques souffrances, mais je savais que j'étais pas bien à cette place-là. Donc j'ai peut-être gardé quand même quelque chose d'une féminité, ou de ce qu'on appelle une féminité, d'être plutôt dans
le soin aux institutions, le soin au secteur, de faire marcher les choses, d'être proche des étudiants, des choses comme ça, qui était peut-être la place du féminin, mais heureusement, hein, parce que voilà, non, j'ai jamais été féminine. Bien entendu, j'ai passé les choses du féminisme, mais j'ai jamais revendiqué. J'ai plutôt articulé des choses de l'entre-deux, de l'altérité par rapport à une masculinité qui a ses dérives aussi, et ses choses bonnes. Mais peut-être que j'ai oublié de vous dire quelque chose qui est plus dans l'histoire. En fait, on pourrait penser que j'ai créé ce domaine-là, alors que pendant quelque temps, j'ai cru que je l'avais créé, hein, cette articulation entre psychanalyse et éducation. Et puis j'ai regardé dans le passé, j'ai vu qu'à la FAPSé, dès l'entrée de la psychanalyse en Suisse, dans les années 1912, dès la création de l'Institut, il y a eu des psychanalystes, et que l'articulation de psychanalyse et éducation a été une spécificité suisse, et que en fait je n'en ai que repris la tradition. Et donc que je n'avais rien inventé, mais que ça m'a permis de me lier à une filiation, bien entendu en faisant des choses différentes, mais il y a tout un courant effectivement en Suisse qui a tenté cette chose-là. Bien, nous en arrivons déjà aux derniers échanges de notre entretien. En tout cas, je vous remercie de vos questions et de votre présence. C'est un grand plaisir. Évidemment, avec tout ce que j'ai dit, là, si j'avais eu une autre présence que vous ici, peut-être que ma parole aurait été beaucoup plus hésitante. Donc je tiens à vous remercier. Eh ben, ça me touche au cœur. Merci beaucoup. Peut-être juste encore, oui, par rapport à ce que vous disiez sur cette... voilà, que vous êtes finalement venu dans quelque chose qui était déjà là, que vous n'avez rien inventé, si je reprends vos mots, je crois. En même temps, c'est peut-être ce qui vous a permis de vous sentir bien et de vous épanouir dans cet espace-là. Et puis de marquer ensuite, quand même, il me semble, de votre empreinte, toute une manière de faire qui s'est installée alors, à la FAPSé, mais aussi, il me semble, dans d'autres facultés de l'Université de Genève, il me semble aussi en dehors de l'Université de Genève aujourd'hui. Alors, oui, j'espère. Michel de Certeau m'a transmis quelque chose. J'aurais voulu y mettre des mots sur ce qu'il m'a transmis, et j'ai accepté que je ne saurais pas ce qui s'était passé. Mais je sais que j'ai retransmis ça à d'autres, à certains de mes étudiants, pas à tous, mais à certains, qui m'ont dit « mais il y a quelque chose qui a passé qui était plus que de savoir ». Alors, certains ont mis le mot spirituel, or je n'ai aucune foi, je suis agnostique. Mais on m'a beaucoup dit que quelque chose d'un accompagnement, d'une transmission s'était passé. Et pour moi, ça c'est le principal, c'est que eux retransmettre de nouveau quelque chose. Alors en science, c'est vraiment pas ce qu'il faut dire, qu'on peut pas mettre de nom, hein, parce que tout doit être catalogué, mais je crois qu'il y a quand même de l'énigme dans les relations humaines, qui n'est pas une énigme du tout liée à une religion ni à une croyance, mais quelque chose d'un fond d'humanité. Et je crois que je n'ai rien inventé. Ce que j'ai appris, c'est que chaque moment doit réinventer des mots pour dire l'intériorité et disons, ce qu'est l'humain avec ses potentialités et ses dérives. Et que c'est pour ça qu'il y a de la proximité avec la philosophie ou de la philosophie antique. C'est-à-dire que chaque génération a trouvé les mots pour essayer de nommer
ce qui est énigme quand même de notre fonctionnement. Et moi, ça a été j'ai pas utilisé beaucoup les concepts de la psychanalyse, mais ça m'a aidé à penser. Je pense qu'il y aura d'autres choses, mais que cette intériorité, je pense pas qu'on puisse dire qu'un humain est juste des neurones ou de la biologie. Il est ça, mais il n'est pas que ça. Mais son travail intérieur est pour moi ce qui définit vraiment un humain et qui le rend capable de résister à des situations sociales qui peuvent être des situations sociales extrêmement destructrices. Et donc, si j'ai apporté quelque chose de nouveau, c'est d'ouvrir cela, de le transmettre, que c'était pas définitif, de demander aux personnes de ne pas s'arrêter dans leur connaissance. Et si j'ai transmis un peu la passion de lire, c'est-à-dire d'aller chercher dans les livres d'autres ce que l'on ne sait pas et ce que l'on ne saura pas, ben je serais très contente. Alors c'est vrai que il y a encore une génération qui transmet quelque chose de cela. J'espère qu'ils inventeront encore autre chose, surtout, j'ai pas fait école, mais j'ai donné à chacun peut-être l'autorisation de créer quelque chose qui leur convenait, qui n'était pas tout à fait ce que j'avais fait, mais qui a un poids d'authenticité et qui, j'espère, aidera les enfants qui viennent à s'y repérer dans le monde dans lequel ils auront à vivre. Alors ces enfants-là sont... J'ai un petit-fils, c'est le petit-fils de mon mari qui m'a fait ce dessin pour la première fois en mettant mes cheveux frisés. C'est vrai que quand je le vois grandir avec cette liberté, cette créativité, cette force de vie, que je vois la petite fille que j'étais sage et obéissante, c'est vrai que il y a des différences, mais ils auront à se confronter à des choses difficiles et j'espère qu'ils bénéficieront d'êtres humains qui les regardent avec bienveillance. Très bien, eh bien Mireille Tchifali, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.